bienvenue à l'ENS pour ce cycle de conférence. On a intitulé Chimie et. Donc comme vous le savez peut-être, cette année c'est l'année de la chimie. C'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose d'un peu spécial en l'honneur de cette année. Et voilà, on voulait faire des conférences qui puissent être ouvertes à tous. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc avant de commencer cette conférence, on tient à remercier un certain nombre de personnes sans qui ce cycle de conférence n'aurait jamais vu le jour. Commencer par Clotilde Policard, donc professeure à l'ENS qui s'est porté garant pour le projet. On tient aussi à remercier Christian Lorenzi, qui est directeur des études sciences de l'ENS et qui nous a aidés pour toutes les démarches administratives. On voudrait remercier aussi Anne Boutin, la directrice du département de chimie, pour avoir autorisé le déroulement de ce cycle de conférences ici à l'ENS. On tient également à remercier Nicolas Lévy, ici présent pour son aide très précieuse et tous ses conseils. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on tient aussi à remercier Ludovic Julien qui nous a aidés pour l'invitation de lycéens. Et toutes les personnes qui ont répondu à un moment ou à un autre à une de nos questions. Et pour finir, on voudrait aussi et surtout remercier tous les conférenciers qui, en plus d'avoir préparé de super conférences pour vous, nous ont aussi aidés pour plein de choses et l'organisation générale de ce cycle de conférences. On a pour ce soir, donc pour ouvrir ce cycle de conférences, Axel Gomez, qui est étudiant en deuxième année ici en chimie, donc en M1, et qui va vous parler de chimie et de calcul numérique. Bonne conférence. Merci Lina et Joanna, donc bienvenue à tous. Donc on va commencer par une petite conférence sur la chimie et le calcul numérique et on va parler plus précisément de dynamique moléculaire. Donc la dynamique moléculaire, ça va être une étude théorique, donc par des simulations du mouvement de molécules et on va voir ce qu'on est en mesure d'apprendre et comment on met ça réellement en place dans des systèmes. Donc pour commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire de l'interaction entre les ordinateurs et la chimie, donc avec une petite approche historique. Ensuite, on va, avec ce titre un peu énigmatique du ballon de basket aux molécules, on va pouvoir expliquer le principe de base de la dynamique moléculaire, qui est donc en lien avec la seconde loi de Newton que vous voyez en terminale. Puis on fera un petit point sur ce qu'on fait concrètement et enfin je vous montrerai quelques applications avec quelques petits films et les conclusions qu'on peut en tirer. Donc avant de commencer par tout ce programme, j'aimerais faire un petit point sur les ordres de grandeur parce que vous allez voir qu'on manipule des ordres de grandeur qui sont assez petits et avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de jongler. Donc pour commencer, je pense que le millimètre ça paraît à tout le monde, c'est à peu près la taille d'une fourmi. Et bien, si on prend une cellule biologique, elle est à peu près 100 fois plus petite, donc autour de 10 micromètres. Et si on veut une molécule d'eau, et bien, il faut encore diviser ça par 1000. Donc on arrive à des tailles de 10 nanomètres. Si je veux étudier une liaison chimique, et bien, il va falloir encore diviser ma molécule d'eau par 10, 100 pour avoir des tailles de l'ordre d'une dixième de nanomètre. Et donc, si je vais encore plus bas, je peux atteindre le femtomètre, donc qui est le diamètre du noyau qui est présenté ici. Et donc, c'est à peu près, ça représente 10 nanomètres divisé par 10 millions. Donc, on atteint des ordres de grandeur qui sont très bas. Et pour faire un point... Pour faire une petite échelle assez rapide, l'idée ça va être, si on a un système qui grandit, on a ici le femto, donc qui correspond à cette toute petite échelle du noyau de l'atome, le nanomètre, le micromètre et le millimètre. Et vous allez voir qu'on va fréquemment revenir à cette échelle pour avoir à la fois des ordres de grandeur de taille, comme c'est ici le cas, ou des ordres de grandeur de temps pour nos simulations. Et donc, si on commence par cette petite histoire dont je vous ai parlé de l'interaction entre les ordinateurs et la chimie, peut-être qu'il faut se rendre compte que la chimie sur ordinateur, ça n'existerait pas sans l'avènement de la chimie théorique.
donc qui a commencé avec un papier et un crayon, et en particulier au début du XXe siècle avec l'étude de ce type de réaction entre H et H2 qui donne H2 et H. Donc ici vous voyez la subtilité avec les couleurs des petites boules, donc H2 qui est dissocié en H et qui devient H2 ici. Et ce système paraît tout petit, pas très compliqué, et pourtant il permet de développer un certain nombre de concepts très intéressants en chimie théorique. Et en fait, grâce aux ordinateurs, on a en plus été en mesure, donc ultérieurement, d'atteindre des systèmes qui ont de la taille de ribosome ici, qui est un complexe protéique qui intervient dans l'expression du matériel génétique d'une cellule. Et donc ici, la taille est d'à peu près un peu plus importante que 25 nanomètres, alors que ici, donc on est plutôt de la taille de l'angstrom, donc du dixième de nanomètre. Donc on a quand même un accroissement des systèmes et une complexification très importante, puisqu'ici on a un complexe, un ensemble de protéines qui interviennent et qui permettent de faire beaucoup de réactions très importantes dans la cellule. Donc si on s'intéresse plus précisément aux ordinateurs, ça a commencé à peu près dans les années 40. Donc initialement les ordinateurs étaient réservés aux militaires, et en particulier ici on est aux États-Unis avec le projet Manhattan, donc qui correspond aux premières utilisations d'un ordinateur pour l'étude de molécules, et en particulier, donc ici c'était des atomes, donc de la diffusion de neutrons pour l'étude des réactions qui ont mené après à la bombe atomique. Donc ça c'était dans les années 40, et finalement les systèmes ont un petit peu évolué, et en particulier ça s'est démocratisé pour que ce soit accessible également au grand public. Donc là c'était pas forcément le cas aux États-Unis, mais c'était le cas en France, ce qui a abouti par exemple en 1976 à la simulation d'une protéine isolée, donc dans un laboratoire à Orsay, donc juste au sud de Paris. Puis donc, les systèmes ont continué à grossir avec l'amélioration des performances des ordinateurs, et une autre révolution très importante a été en 2007 avec l'utilisation des GPU. Donc les GPU ce sont des processeurs graphiques sur les ordinateurs, c'est ce qui permet de faire tourner les jeux vidéo ou d'améliorer la qualité des films sur les ordinateurs. Jusqu'à présent, c'était un processeur de calcul qui permettait de faire le calcul, et là on pouvait en plus utiliser un GPU qui permet de faire des tâches différentes et d'optimiser les calculs et d'améliorer l'efficacité numérique. Ensuite, une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'Anton en 2008. Alors Anton, c'est un super ordinateur, c'est lui, qui est capable qui vise à réaliser des simulations de dynamique moléculaire sur des protéines, donc qui sont déjà des systèmes de taille conséquente, comprenant un certain nombre d'atomes, et à des longues échelles de temps, donc en particulier à des échelles de l'ordre de la microseconde, de la milliseconde. Alors vu comme ça vous paraît peut-être vraiment pas beaucoup, sachant qu'une microseconde c'est un millionième de seconde, et qu'une seconde ça passe déjà très vite. Mais il faut se rendre compte, donc si on revient sur cette petite échelle, que quand je fais de la dynamique moléculaire, je vais réaliser un petit film, et donc je vais réaliser un certain nombre d'images. Donc je vous expliquerai tout à l'heure comment on réalise ces images, mais l'intérêt c'est qu'entre chaque deux images, je définis un pas de temps, donc un intervalle, qui va être à peu près de l'ordre de 2 femtosecondes. Donc on est ici, et moi ce qui m'intéresse c'est de faire des simulations, par exemple pour une protéine, donc ce qui a été publié par David Shaw en 2011 grâce au projet Anton, donc qui sont à peu près de l'ordre de la milliseconde. Et donc il faut savoir qu'ici, il y a à peu près 500 milliards d'images pour faire une milliseconde. 500 milliards d'images, bon, milliards, c'est un nombre qu'on a à peu près l'habitude, qu'on peut entendre dans la presse, voilà. Mais si on part sur un film traditionnel c'est à peu près 50 images par seconde, et bien en fait ça représenterait un film qui durerait 317 ans, 35 jours et un petit peu plus. Donc c'est juste
très impressionnant d'avoir réussi à simuler des systèmes aussi grands. Et je vous montrerai donc une vidéo heureusement accélérée dans un instant. Et la dernière chose que j'aimerais donc présenter sur cette petite histoire de l'interaction entre les ordinateurs et la chimie, c'est en 2013, il y a eu un prix Nobel pour la modélisation à différentes échelles et donc qui marque la reconnaissance de la dynamique moléculaire par la communauté chimique et scientifique plus largement. Donc c'est assez intéressant. Si on revient sur cette histoire de repliement de protéines, donc ici on peut observer donc cette petite simulation. Donc l'idée c'est qu'on a un peptide, donc un ensemble des éléments monomères constitutifs de la protéine, qui va se replier. Et la simulation donc, a été faite par un autre projet, mais c'est pas très grave, qui s'appelle Folding Atom, qui met en commun différentes puissances de différents ordinateurs personnels, arrivés au bout de ce projet, mais qui montre le repliement, donc avec la formation des premières structures secondaires, et l'aboutissement. Donc, on remarque ici que la structure donc, va complètement bouger et évoluer dans la simulation. Donc, ceci est lié donc, au fait que ce soit dynamique et qu'on prenne en compte donc, un facteur très important que je répète très souvent, c'est qu'on prend en compte la température dans nos simulations. On ne les fait pas juste geler à très très basse température, donc on est à des températures qui sont complètement raisonnables et qui permettent d'étudier par exemple le vivant, donc qui est à des températures, par exemple notre corps à 37 degrés. Et donc ici on a observé donc, tout le repliement de la protéine, et donc cela nous permet bien de comprendre comment ça se passe. C'est des mécanismes qui sont rapides à l'échelle réels qu'on pourrait observer, mais qui pourtant, ici, peuvent être disséqués complètement. Donc, ceci a été permis par l'augmentation exponentielle de la puissance des ordinateurs. Et donc, ceci pourrait se résumer par ce petit graphe. Donc, ici, on observe, donc, en fonction des années, donc on est remonté qu'à 1995, mais c'est déjà suffisamment impressionnant à cette échelle, pour voir que donc, on a le meilleur supercalculateur à une époque donnée, la puissance du 500e, la somme des 500 meilleurs. Mais ce qui m'intéresse particulièrement sur ce graphique, c'est déjà, si on compare à peu près, donc par exemple entre 1995 et 2005, entre 2005 et 2015, on multiplie à peu près par 1000 la puissance de calcul des ordinateurs. Et par ailleurs, si on se concentre sur une autre dimension, on remarque qu'il faut à peu près 10 ans pour qu'un ordinateur qui est le meilleur au monde soit reclassé au rang de 500e en juste 10 ans. Donc ça montre une évolution technologique qui est considérable avec des ordinateurs qui s'améliorent en permanence. Cette illustration, cette chose peut s'illustrer par un extrait de la conférence de remise du prix Nobel à Leavitt en 2013, donc c'est cet homme, et donc il compare dans ce petit tableau le coût des ordinateurs entre 1967 et 2013, leur vitesse, leur mémoire et leur taille. Et en fait, le facteur d'échelle de changement est à peu près d'un facteur 10 000, et finalement, si les voitures s'étaient améliorées pareil, eh bien, on pourrait acheter une voiture pour 3 $. Elle aurait une vitesse d'1 million de kilomètres par heure, elle pourrait transporter 50 000 personnes et on la rangerait dans une boîte à chaussures. Donc ceci est particulièrement intéressant et donc finit cette histoire d'interaction entre nos ordinateurs et la chimie et les améliorations qu'ont subi les ordinateurs pour permettre des calculs sur des systèmes qui sont toujours plus complexes et de manière toujours plus longue. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment se passe réellement la dynamique moléculaire. Et pour ça, je n'avais pas prévu de ballon et de panier, donc on va juste lancer un ballon de basket. Donc ici, on observe un ballon de basket qui est lancé dans le panier. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais finalement, ça fonctionnera à peu près pareil pour la dynamique moléculaire, parce qu'ici, il y a quelque chose d'assez important qu'on va mettre en évidence, c'est les mouvements dans la dynamique classique de Newton, qui doivent parler à un certain nombre d'entre vous, et sinon ce sera fait normalement en terminale.
Donc l'idée c'est que si on étudie un système comme cela, donc le ballon, ça peut être représenté par un point donc, qui sera au centre du ballon, dans un certain référentiel, donc c'est l'endroit dans lequel on va aller se placer pour étudier le ballon, donc en l'occurrence ce sera un référentiel terrestre, et on peut essayer de chercher quelles forces vont s'appliquer au ballon pour pouvoir expliquer cette trajectoire. Et donc en particulier, on peut considérer le poids du ballon, ce qui explique pourquoi notre ballon va être à la fin attiré par le sol alors qu'il est lancé vers le haut. Et également des frottements donc, qui peuvent être appliqués par l'air. Donc ces frottements sont tous appliqués à notre système ponctuel, le ballon. On lui donne une vitesse initiale et on est capable d'intégrer complètement et d'obtenir les équations du mouvement par la seconde loi de Newton. Et cela nous permet d'avoir toute la dynamique. Ici, le système est très simple. On considère un point. Si on veut le faire de manière très simple et complètement accessible, on peut même négliger les frottements. Donc finalement, on est capable tout à fait de résoudre ces équations. Mais qu'en est-il vraiment d'une molécule? Une molécule, ou un ensemble de molécules, parce que généralement on en étudie plusieurs, pour au moins avoir des interactions intermoléculaires, eh bien, il va falloir lui donner une vitesse initiale. Donc si on se place dans les mêmes conditions, la vitesse initiale va venir de l'importance de la température. Et donc de cette agitation thermique, donc de manière assez simple, plus on chauffe, plus on va apporter une énergie à nos molécules, et donc plus leur vitesse va être importante. Donc ça nous permet de définir une vitesse initiale en fonction de la température. On peut également considérer des forces. Donc dans une molécule, on a des atomes sont liés entre eux par des liaisons. De manière générale, on pourrait approximer cette liaison par un ressort. Donc, est-ce que ça paraît sensé d'approximer cette liaison par un ressort? Un ressort, c'est quoi? Si je le tire trop loin, il va vouloir revenir vers une position d'équilibre, et si je le compresse trop, il va vouloir revenir à la fois vers une position d'équilibre. Ici, je vous présente donc un calcul un peu plus précis et qui prend en compte le ressort, mais c'est d'un modèle d'une liaison donc, entre deux atomes. Par exemple, la molécule de dihydrogène, donc H2, dont on a parlé au tout début, avec H et H reliés par une liaison. Ici, on a donc une distance par rapport à l'équilibre. On a 1, donc la distance autour d'un angle Stroop, donc un dixième de nanomètre, si on se préfère à notre échelle. Et on remarque qu'on est dans un puits. Et du coup, si on s'éloigne de cette distance en tirant sur notre molécule, elle va vouloir revenir, et inversement, si on la comprime, elle va vouloir revenir. Donc elle va à chaque fois retomber dans ce puits. Donc ça paraît au moins cohérent avec notre ressort. En réalité, notre ressort modélise bien autour de la distance d'équilibre, mais dans une certaine approximation, c'est raisonnable. On a d'autres forces qu'on peut prendre en compte. Donc en particulier des interactions entre des charges. On peut étudier un cation, donc un atome chargé positivement, ou une molécule chargée positivement, et des anions, et on sait que plus et moins vont s'attirer, et plus vont se repousser, moins et moins vont se repousser. Donc ici, on peut essayer de modéliser également ces interactions, et on peut également étudier d'autres forces plus faibles et d'ampleur un peu moins importante. On peut également chercher à avoir d'autres forces, comme par exemple si on étudie une molécule d'eau, donc une molécule d'eau de manière très simple, ici, et on a un angle ici, donc la molécule d'eau est plane, donc avec trois atomes, et ici on a un angle qui peut également agir comme une certaine force, finalement, puisqu'il a un angle d'équilibre, et donc qui peut s'écarter et se resserrer également. Une fois qu'on a toutes ces forces prises en compte et notre vitesse initiale, on doit être en mesure, donc de manière analogue au mouvement du ballon, d'établir, grâce à la seconde loi de Newton dont on a vu l'expression tout à l'heure, le mouvement, la trajectoire de nos molécules. Sauf que, en réalité, on n'en est pas capable, parce qu'on considère beaucoup de forces, on considère beaucoup de molécules, et donc ça devient pas possible d'intégrer complètement ces équations et d'en avoir une expression analytique. Donc on va utiliser une expression numérique, et donc on va demander à l'ordinateur de nous intégrer donc, notre équation
pour obtenir la trajectoire par des méthodes approchées, donc, par exemple de type différence finie, comme la méthode d'Euler que l'on voit en prépa, pas en terminale, mais en prépa au minimum, ou des méthodes un petit peu plus compliquées, comme la méthode Leapfrog, qui permet de faire des sauts de Roderick. Voilà, le nom est rigolo. Et donc, une fois qu'on a tout ça, en fait, je vous ai à peu près tout raconté, parce que je vous ai montré comment on faisait une dynamique. Moi, je vous ai expliqué le principe de la dynamique moléculaire, les types de systèmes qu'on va étudier, les forces qu'on va prendre en compte. On a vu que l'ordinateur était en mesure de faire des systèmes de plus en plus gros. Et donc, maintenant, la question c'est qu'est-ce que moi je fais derrière un ordinateur et comment ça se passe concrètement. Bon, alors déjà, j'arrive le matin, puis j'allume l'ordinateur. Bon, après, je pourrais l'allumer plus tard, mais c'est pas très grave. Et puis, je commence par me poser une question scientifique, parce que c'est quand même l'objectif de ne pas juste faire un film, sinon je serais réalisateur au cinéma. Et puis, je ne filmerai pas des molécules parce que je ne suis pas sûr que ce soit très vendeur. Donc, je vais commencer par me poser une question scientifique. Et pour ça, pour essayer d'y répondre, je vais choisir un système. Le système, j'ai différentes solutions. La première pourrait être de le construire, de poser mes atomes dans une boîte, de les placer. Mais je peux aussi me dire que je veux un système qui est à peu près raisonnable et qui ressemble par exemple à une protéine réelle. Et donc, dans ce cas-là, je peux utiliser des structures que l'on trouve sans problème sur des banques de données sur Internet qui me permettront d'avoir une situation de base qui est raisonnable et qui représente bien le système que je veux étudier. Donc ce système, je le mets dans une boîte de simulation. Je peux éventuellement rajouter d'autres molécules de solvants, donc, par exemple de l'eau ou beaucoup d'autres choses. Et je vais choisir tous les paramètres de simulation. Donc jusque-là, on a parlé des forces, on a parlé de la température pour la vitesse initiale. Je peux aussi définir la durée de ma simulation. Par exemple, dans le cadre du repliement de la protéine de tout à l'heure, il faut que ma simulation soit suffisamment longue pour permettre de visualiser le phénomène. Parce que si je vous remontre un tout petit bout de la vidéo de tout à l'heure, vous ne pourrez pas dire que c'est le repliement de la protéine. Mais si je vous montre la vidéo en entier, c'est possible. Et il faut aussi, par exemple, que je définisse des conditions de périodicité. Parce que ma boîte, elle n'est pas très grande, il y a un certain nombre de molécules dedans. Ça peut aller de quelques dizaines à quelques milliers de molécules. Mais ça ne représente pas une solution réelle. Parce que dans mon BCR, si je fais une expérience réelle, je vais avoir beaucoup plus de molécules. Et donc je vais demander à l'ordinateur de reproduire périodiquement la boîte. C'est-à-dire que le bord à droite va être le bord à gauche de la boîte. Donc quand ça va sortir, ça va revenir de l'autre côté. Vous verrez ça sur un exemple tout à l'heure, vous verrez une molécule qui monte et qui revient par en bas. Ensuite, une fois que j'ai tout fait, je peux laisser l'ordinateur travailler. Pendant ce temps, je peux essayer de répondre à un autre problème ou analyser des données. Effectivement, une fois que l'ordinateur a calculé, j'ai plus qu'à analyser mes résultats et à conclure sur ma question scientifique. Finalement, on pourrait se dire que l'ordinateur il fait beaucoup de choses, mais moi je fais tout ce qui est en rouge, puis l'ordinateur il fait tout ce qui est en bleu. Parce qu'il y a quand même un rôle assez important à mettre en place avant, de réflexion sur la question et d'analyse des résultats. Donc on ne fait pas que juste regarder l'ordinateur ou appuyer sur les touches. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, je vais vous montrer un certain nombre d'applications. Alors, ici, c'est une application qui va vous montrer que les systèmes étudiés peuvent être gigantesques. Donc ici, on va modéliser le cytoplasme d'une cellule. Donc c'est l'ensemble du liquide qui est dans une cellule avec l'ensemble des protéines, l'ensemble des organiques qui sont dans cette cellule. Et donc, en particulier, ici, on observe une petite vidéo qui nous montre une promenade complète dans ce cytoplasme. Il faut savoir que ce qui est particulièrement impressionnant sur cette vidéo, c'est que chaque atome, donc ici on les représente, donc on voit les petites molécules qui sont représentées par un modèle de boule et de bâtonnet comme on a éventuellement l'habitude on peut jouer avec, mais ici, toutes les protéines qu'on peut observer ont été modélisées atome par atome. Donc ça représente un système qui est considérable, donc on s'en rend assez vite compte, et qui est tout à fait dynamique. Alors, c'est pas complètement un résultat réel de ce qu'on obtiendrait, ça a été légèrement retravaillé, remis en place, mais ça a été retravaillé pour rester fidèle aux réalités scientifiques observées. Et donc ça a été publié
en 2017, donc assez récemment. Donc là ici on voit bien donc, tous les atomes donc, tels qu'ils ont été modélisés. Et le tout a été encore mis dans un solvant, donc l'eau, qui est présent quand même très largement dans nos cellules, et qui a été également pris en compte à l'échelle atomique. Donc ça représente un système considérable. Ici, on n'apprend pas forcément grand-chose parce que c'est pas évident de s'en sortir et d'essayer de voir quelque chose. Donc on peut essayer de travailler sur des systèmes un petit peu plus petits. Donc ici, on a une petite molécule organique et une protéine, et on va essayer de voir comment elles peuvent interagir. Donc cette simulation est beaucoup plus courte que l'autre, donc on voit donc, les mouvements de la particule, et on voit qu'elles vont se rapprocher et interagir, donc par exemple ici en se dépliant légèrement. Puisque si on repasse les vidéos, on remarque que la petite molécule organique est beaucoup plus serrée et va se déplier donc, pour entrer en interaction intime avec la protéine. Ici, c'est un système qui peut nous apporter pas mal d'informations. Par exemple, quand on essaye de créer des médicaments, donc la conception et la formulation de médicaments sont quelque chose qui est particulièrement coûteux, en particulier avec les nombreux tests qui sont nécessaires. Et on va partir d'un panel de molécules naturelles qui est juste phénoménalement grand. Et donc, si on est capable de faire quelques petits calculs pour vérifier que les interactions sont bien adaptées, on peut assez facilement éliminer un grand nombre de médicaments potentiels pour créer une plus petite liste et après faire des études plus poussées directement. Mais ça permet déjà de limiter très fortement les coûts à cette échelle. Et en particulier, ici, ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes nos simulations, donc, on remarque l'importance de la température. Donc on a nos petites particules qui bougent, qui sont capables de se déplacer. Et donc ici, ça revient avec la prise en charge de la température. La température est liée à un concept de thermodynamique donc, qui est l'entropie. Et donc, si on ne prend pas en compte cette température, on peut difficilement calculer l'entropie. L'entropie, de manière générale, on pourrait l'expliquer comme l'a fait Clausius en 1862, c'est la personne qui a introduit le concept d'entropie, en disant que c'est une mesure finalement d'une sorte de désordre, et par exemple la fonte de la glace dans une pièce chaude, si je mets juste un morceau de glace dans un verre d'eau sur la table, il va fondre et ça va correspondre à une augmentation du désordre entre les molécules. La glace est un solide et le liquide qui résulte est beaucoup plus libre. Donc on va augmenter le désordre entre les molécules et ceci correspond en fait à une augmentation de l'entropie. Le dernier exemple biologique que j'aimerais vous présenter avant de passer à des exemples un tout petit peu plus chimiques, parce qu'on est quand même dans une conférence de chimie, c'est cette interaction qui est tout aussi importante que la précédente, par exemple pour des médicaments et en particulier pour des antibactériens, puisque donc ici on a une protéine qui interagit avec une membrane biologique, donc qui entoure nos cellules, et donc ici l'interaction est calculée, et en fait cette interaction, donc, en choisissant bien nos protéines, donc, déjà c'est un système qui date un petit peu, c'est une simulation qui était faite en 2011, donc c'est déjà bien, vu la taille du système et la complexité de ce que j'ai pu vous montrer précédemment, c'est déjà pas mal en 2011. Et donc ici on observe l'interaction et on peut étudier donc, tout ce mécanisme d'interaction avec la particule, avec la protéine, et ça peut être utile par exemple dans les processus de reconnaissance membranaire, donc, qui sont importants dans l'identification par exemple par notre corps de nos propres cellules, et ça peut permettre de comprendre les mécanismes de rejet de greffe ou le fonctionnement des antibactériens. Des antibiotiques en fait. Donc ici on a toute cette interaction, mais on peut aussi faire des choses un petit peu plus chimiques, en particulier ici, et donc ça nous permettra aussi d'illustrer la périodicité dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va prendre une petite molécule donc, qui est du butane,
Donc le butane, c'est simplement cet alcane linéaire. Et donc en particulier, ici, on va la mettre dans un petit solide qui est poreux, donc qui comporte un certain nombre de pores, et qui nous permet, donc ici on vous montre bien la structure en 3D, donc on a une boîte de dimension finie, et on va laisser notre petite molécule organique se promener librement, diffuser, et on va voir que ici elle va sortir par en haut et elle vient d'apparaître par en bas. Donc finalement c'est que toutes les cellules se répètent. Donc un autre paramètre sur lequel il faut faire attention, c'est que les répliques ne se voient pas elles-mêmes. Donc que la molécule de butane ne soit pas repoussée par elle-même dans la réplication périodique, donc dans l'autre structure qui est juste au-dessus. Donc il s'agit de prendre une cellule suffisamment grande, mais si on prend une cellule suffisamment grande, ça augmente les coûts de calcul, et donc c'est toujours un compromis à trouver. Pour finir, donc, sur ce même type de solide microporeux, donc on appelle une zéolite et qui est utilisée en catalyse, par exemple pour la conversion du pétrole en molécules à plus haute valeur ajoutée, comme l'essence, le diesel, le kérosène. J'aimerais vous présenter donc, cette petite vidéo. Donc ici, on est un tout petit peu plus compliqué puisqu'il va s'agir de faire de la vraie chimie. Et si on veut faire de la vraie chimie, on va essayer de rompre et de former des liaisons. Jusqu'à maintenant, ça paraissait compliqué, surtout puisqu'on avait dit que la liaison pouvait se modéliser par un ressort et que j'imagine mal de casser mon ressort. Mais en adaptant un petit peu nos paramètres, en complexifiant l'étude, d'où le fait qu'on prend des systèmes qui sont un peu plus petits et qui sont un peu plus sommaires, et bien on va pouvoir étudier la formation et la rupture de liaison. En particulier ici, on va voir que ce petit méthyle ici, donc en vert on a la molécule organique, donc les atomes en vert c'est du carbone et en blanc c'est de l'hydrogène. Et donc ici on remarque donc la liaison clignote, donc clignote juste pour des questions de représentation, c'est qu'elle commence à s'étirer et donc l'ordinateur ne sait plus trop s'il y a une liaison ou pas, c'est une question de distance. Et ici donc on va l'observer qui va être en mesure donc de passer à l'eau bleue. Voilà. Donc là il commence à se mettre au milieu et à former, donc à s'approcher de l'autre atome de carbone. Et donc, allez hop, au bleu. Et donc là il s'éloigne bien donc, de son atome initial et il se met sur son voisin. Si on essaye de rationaliser ça, finalement, c'est tout simplement ce type de molécule. Donc c'est cette molécule-là qui, en fait, fait ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette simulation, elle ne nous renseigne pas que sur cette molécule-là, elle nous renseigne sur tout ce qui se passe entre-temps. Et en particulier, à un moment, donc, on a pu observer quelque chose qui ressemblait à ça, au milieu. Donc, si vous vous souvenez, il y avait deux liaisons qui clignotaient. Et donc, à cet endroit-là, on a un atome de carbone qui est le même que celui qui se promène. Voilà. Et donc ici, on a une structure comme ça, donc, qui nous permet de comprendre le mécanisme, de savoir comment cette réaction se fait. Et cela nous permet également de étudier des énergies, donc savoir à quelle vitesse cette réaction va se passer,
puisqu'on a une certaine énergie à apporter pour que la réaction puisse se passer. Et donc, s'il y a beaucoup d'énergie à apporter, la vitesse risque d'être un peu plus lente que s'il y a très peu d'énergie. L'énergie ambiante, l'agitation thermique suffira à apporter cette énergie à faire cette réaction. Et donc ici, ça nous permet d'obtenir ce type de données. Donc ça a été l'objet de mon stage de cet été. Et on a pu avoir un certain nombre de résultats assez intéressants avec ça, à tel point que un article est en préparation pour la fin de l'année, qui va être soumis incessamment sous peu au journal de la Société américaine de chimie. Et donc, finalement, j'aimerais juste faire une brève conclusion sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, de manière très simple, on a vu que la dynamique moléculaire, ça fonctionnait avec la seconde loi de Newton, de manière assez simple, qu'il s'agissait de trouver des forces pour bien modéliser notre système, d'avoir un bon système initial, de choisir de manière adéquate nos paramètres, mais on pouvait obtenir un certain nombre de choses en prenant en compte la température, et donc d'avoir des énergies de réaction. Mais le point sur lequel je veux particulièrement insister ici, c'est que ça reste un outil. On ne prétend pas que la dynamique moléculaire et ses résultats sont la vérité absolue. Il y a une certaine marge expérimentale d'erreur. L'ordinateur n'est pas en mesure de résoudre toutes nos équations de manière parfaite. Notre modélisation est le résultat de choix, à la fois, notamment dans les paramètres qu'on va choisir et surtout dans les forces employées. Et donc, on maîtrise les choix qu'on fait et on en déduit des résultats connaissant nos hypothèses. Et finalement, c'est rien de plus que n'importe quelle autre démarche scientifique qui part d'une hypothèse, qui obtient des résultats et qui vérifie que nos hypothèses sont valables. Et donc, c'est vraiment qu'un outil comme l'ARMN. On entend fréquemment qu'on ne croit pas aux résultats de simulation. La question n'est pas forcément d'y croire ou pas, c'est un outil avec certaines hypothèses. On ne dira jamais qu'on ne croit pas à une expérience de RMN. Ça perturbera personne de dire qu'on y adhère, on a nos résultats et c'est tout, on ne demande pas d'y croire. Finalement, c'est à peu près pareil avec les simulations, on a des hypothèses et des résultats, et si le travail a été fait correctement, ou comme si l'expérience a été faite correctement, il n'y a aucune raison d'avoir le moindre doute ou une quelconque croyance sur nos résultats. Pour conclure ceci, j'aimerais à la fois remercier le département de chimie de l'ENS qui nous accueille ici et nous permet d'organiser ce cycle de conférences, les deux organisatrices, Lina et Johanna, qui nous ont lancé le projet, motivé et invité à faire cette petite conférence. Et enfin, Damien Lage, qui est directeur de recherche ici et qui m'a aidé dans la préparation de cette conférence, qui a relu mon diaporama, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'a conseillé sur certaines illustrations. Et voilà. Un grand merci à lui et un merci à vous de votre attention. Merci beaucoup Axel déjà. Et puis si vous avez des questions, c'est le moment. Je pense qu'il peut répondre à peu près à toutes vos interrogations. N'hésitez pas. Je pense que voilà. C'est des points qui n'étaient pas clairs. Ces schémas qui doivent refaire au tableau. J'ai une question sur ta boîte là, qui se refait. En fait, c'est quand la molécule sort en haut et descend bien. Mais du coup, en fait, elle arrive dans une nouvelle boîte en fait. En fait, elle revient dans la même boîte. Ouais. Mais c'est comme si elle se déplaçait dans un espace beaucoup plus grand. Si on réfléchit à la question de manière plus simple, donc pas avec une boîte, mais dans mon plan, mon tableau, finalement, c'est comme si toute ma simulation était répétée dans mes directions, et donc ma molécule qui est ici, elle est également ici. De fait, et elle est ici, ici, ici et ici. Et donc, si elle sort, par exemple, comme ça, elle va réapparaître ici, et celle-là va aller là. Et donc en fait, moi ce que j'étudie vraiment, c'est ici,
Et donc quand je la vois sortir en haut, je la vois réapparaître en bas. Et donc l'intérêt, c'est de prendre des boîtes qui vont être suffisamment conséquentes pour éviter que celle-là et celle-là puissent potentiellement interagir. Oui, parce que enfin, t'es d'accord que si tu étudies le système des 6 boîtes avec les 6 atomes, enfin, ils ne se déplaceraient pas de la même manière. Du coup. Ils se déplaceraient exactement de la même manière si la boîte est suffisamment grande. S'ils sont suffisamment éloignés les uns des autres, ils ne se voient pas. Donc finalement, je peux considérer qu'une seule boîte suffisamment grande. Okay. Et c'est l'intérêt, parce que si je veux qu'ils se voient, bah, je prends une boîte un peu plus grande et j'en mets 2. Axel, est-ce que tu peux remettre ton schéma d'avant, s'il te plaît? Pourquoi, sur ta première molécule, pourquoi est-ce qu'il y a un carbone qui est chargé plus et un carbone qui n'est pas chargé? Donc tout simplement parce que le carbone, il est content quand il a 4 copains. Et donc ici, il en a 4, et ici, il n'en a pas 4. En fait, initialement, on peut considérer qu'il y a, c'est un peu comme s'il y avait un H en plus. Et donc ici, nous, dans une première étape, on n'a pas étudié ici spécifiquement, mais, parce que ce n'était pas l'objet, mais ici, donc on a considéré que ce H était parti, et que de fait, il y avait une charge plus ici, parce qu'il lui manque un certain nombre de copains, en l'occurrence un copain. Et du coup, ça veut dire que si on lui rajoute une liaison supplémentaire, il est chargé moins, c'est ça? S'il fait plus de 4 liaisons? Alors le carbone, il ne va pas aimer faire plus que 4 liaisons, et en l'occurrence, il ne fera pas une 5e liaison. Ici, si on veut faire un carbone moins, en tout cas, il ne pourra pas faire plus que 5 liaisons, parce que si vous regardez ici, donc, un tableau périodique auquel tout le monde doit être à peu près familier, on a des petits éléments en haut, et donc plus on descend dans le tableau, plus les éléments sont gros. Et ce qu'on remarque essentiellement, c'est que notre carbone, il est ici, et donc en fait, il est tout petit. Donc il va vraiment pas aimer, il va juste pas pouvoir avoir plus que 4 valeurs. Ouais. Tu as quoi comme potentiel pour la simulation de stage? Alors il se trouve que dans le stage, on n'a pas utilisé des potentiels classiques comme ce que je vous ai présenté ici, donc avec des ressorts, etc. Donc on a étudié le système à une échelle beaucoup plus fine. Donc, je ne voulais pas spécialement parler, mais c'est pas très grave. Donc on va parler donc là c'est de la mécanique quantique. Donc c'est une chose que découvrirons en prépa et ultérieurement. L'idée c'est qu'on est en mesure de calculer les propriétés de notre système de manière assez fine en résolvant une équation qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Et donc on ne peut pas la résoudre de manière complète et parfaite pour notre système, mais ici on fait un certain nombre d'approximations, ce qui nous ramène toujours à la même histoire. Donc on fait une certaine hypothèse et on s'assure que notre système est vérifié à la fin. Et donc ici on a calculé tout par la mécanique quantique, qui nous a permis d'obtenir les différentes interactions entre tous les atomes. C'est aussi ce qui nous permet de créer et de former des liaisons, puisque du coup on n'a pas besoin d'imposer un potentiel de type ressort entre nos atomes, mais on les laisse évoluer de manière spontanée et ils forment leur liaison, ils s'approchent tout seuls. C'est plus puissant, mais c'est également beaucoup plus coûteux en termes de temps de calcul. D'où le fait que ces simulations-là faisaient à peu près de l'ordre de la nanoseconde. Donc globalement, de la femtoseconde à la nanoseconde, il y a... Je me suis trompé? Non, il y a 1 million. Il y a 1 million d'images à peu près. Donc c'est des systèmes beaucoup plus petits et beaucoup moins plus précis que le repliement de la protéine que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais c'est une échelle qui nous permet d'étudier notamment le mécanisme et la formation de... Ouais. Et par exemple, juste pour illustrer un peu, pour une simulation d'un nanoseconde, comme tu as fait dans ton stage,
ça prenait par exemple combien de temps de simulation? Tu travaillais sur un cluster comme ça? Ici, ça dépend complètement donc de la puissance de l'ordinateur utilisé. Si on revient sur la première diapo, alors on n'a pas forcément à disposition un ordinateur qui est dans le top 100. Donc ici, j'ai travaillé sur un ordinateur qui est de l'ordre ici à peu près. Donc qui est, je sais pas, 600, 700, 800, un truc comme ça. Donc autour de cette puissance-là, ça m'a mis, pour faire cette simulation qui était qui était faite assez rapidement, qui n'était pas la plus précise qu'on a faite, on en a eu pour 3-4 jours. Quand on a voulu raffiner vraiment les calculs en utilisant des méthodes encore un petit peu plus complexes, il nous fallait une bonne semaine de calcul pour avoir donc ce type de film et d'informations. Mais voilà. On peut faire des dynamiques sur des protéines dans des systèmes classiques comme ce que je vous ai présenté. Sur un ordinateur portable, ça tourne sans problème. Les ordinateurs portables actuels sont à peu près aussi puissants que les supercalculateurs de 1995. Donc on arrive à faire tourner des petites simulations sur les ordinateurs portables sans problème, même assez rapidement. Il y a IBM qui a sorti son intelligence artificielle de prédiction de synthèse organique il y a quelques mois, je crois. Est-ce que tu sais si les calculs, les outils que vous développez en dynamique moléculaire rentrent justement dans ce cadre-là ou pas du tout? Alors, pour autant que j'en sache sur cet outil, j'ai pas lu beaucoup de choses, je vais être honnête, mais par contre, j'ai cru comprendre que l'intérêt, avec les discussions que j'en ai eues avec un ou l'autre ici, c'est de pouvoir prédire des réactions et donc en particulier d'amasser la quantité phénoménale de savoir qui est publiée dans les articles scientifiques et d'utiliser l'ensemble de ces données pour prédire des réactions. Donc je pense pas qu'elles soient en mesure de faire de la dynamique moléculaire, et en tout cas c'est pas l'étude actuelle. Par contre, je sais qu'il existe des projets qui visent à mêler donc par exemple le machine learning, donc l'apprentissage par l'ordinateur, de manière analogue à certaines formes d'intelligence artificielle, et de la chimie de ce type pour étudier des médicaments. C'est le cas d'un projet chimie théorique au sous-sol ici. Merci encore, Axel.